Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Christophe Castaner, merci beaucoup. Merci à vous de votre D'être invitation. présent ici sur ce plateau dans le cadre de votre visite. Vous êtes délégué général de la République En Marche. Pourquoi vous êtes ici au Salon de l'Agriculture ? D'abord parce que pour moi c'est une tradition. Quand j'étais député, je venais chaque année ici. J'ai même dû venir sans être député. Oui, quand j'étais pas député, je venais déjà. Donc c'est une tradition, c'est un usage, c'est un plaisir. Et puis il est important que le délégué général du premier mouvement politique de France vienne aussi au contact des agriculteurs, de cette réalité. Et donc j'étais tout à l'heure avec le Premier ministre sur le stand des Outre-mer. Voilà, toute cette réalité-là, on a besoin de l'accompagner, de l'entendre, de l'écouter, de se faire enguirlander aussi de temps en temps. Justement, est-ce que vous avez entendu des messages négatifs lors de la visite du président ? J'ai entendu des inquiétudes parfaitement légitimes. Les tensions que vit le monde agricole aujourd'hui, elles sont connues de tous et ça fait des années qu'on en parle et qu'au fond on ne règle pas grand-chose. Si on pense qu'à coup de subventions, on va apaiser les colères, la réalité c'est qu'il faut en profondeur modifier notre système, nos filières, faire en sorte que les Français acceptent aussi de payer le juste prix parce qu'il n'est quand même pas normal et c'est la seule activité économique que je connais où on demande aux agriculteurs de vendre moins cher ce qu'ils produisent par rapport au prix de production. J'ai posé quelques questions aux agriculteurs qui ont suivi la visite du président. Les avis sont partagés. À la fois, ils apprécient le fait que, bon, effectivement, vous faites bouger les choses, vous remettez en cause ce qui existe, et à la fois, ils vous trouvent incohérent entre, d'un côté, une politique Mercosur qui va faire entrer 100 000 tonnes peut-être de viande bovine, et l'autre côté, l'idée que vous allez protéger, développer des produits de qualité. D'un côté, on ne peut pas reprocher au président de la République le Mercosur, parce que ce n'est pas nous qui l'avons piloté, il a été lancé quand nous n'étions pas président de la République. Par contre, la position du président de la République, elle est que cet accord européen qui va aboutir, il ne doit pas menacer la qualité des produits. Mais il ne faut pas avoir peur de l'économie mondiale. Nos agriculteurs aujourd'hui sont fiers de commercialiser à l'extérieur de la France. C'est une force. On est le premier producteur exportateur en matière agricole d'Europe. Et donc il faut continuer à défendre cela. Donc je crois qu'il ne faut pas d'un côté dire « moi j'ai le droit d'aller à l'extérieur », et l'extérieur n'a pas le droit de venir avec moi. Par contre, il faut encadrer cette relation. Et le Mercosur, c'est un cadre. Et si ce cadre n'est pas respecté, notamment sur la qualité des produits, sur l'exigence environnementale que nous imposons à nos agriculteurs, on ne peut pas effectivement être laxiste avec d'autres formes de production. Et si cet accord ne permettait pas d'être respecté en cela, on lèverait immédiatement l'alerte et on bloquerait l'accord. Ils sont inquiets aussi sur la loi sur l'alimentation. Ok, c'est très bien. Les états généraux de l'alimentation ont eu lieu. Maintenant, il faut passer à l'étape de la loi. Et la loi n'aura de valeur que si elle est coercitive, si elle empêche la grande distribution d'acheter à l'étranger des produits moins chers, en particulier. Non, mais sauf que ça, on peut toujours rêver. Et dire à la grande distribution, vous n'avez pas le droit d'acheter des produits ailleurs. Mais on est dans une économie mondialisée. Donc on peut faire des grandes déclarations. Je ne doute pas que certains soient capables de faire ça, mais ça n'a aucune valeur juridique. L'économie est mondiale. Aujourd'hui, on peut même commander sa viande sur Internet et la faire venir d'un pays voisin ou d'un pays étranger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On interdit les réseaux sociaux, on coupe le numérique, on interdit Internet et on interdit les avions? Non. On est dans une économie mondialisée, il faut protéger nos agriculteurs, il faut les armer. Mais ils n'ont pas à avoir peur. Aujourd'hui, ils ont fait la démonstration de leur capacité de produire en qualité des choses qui peuvent se vendre à l'international. Donc accompagnons-les pour cela, n'ayons pas peur de la mondialisation et ne pensons pas qu'on va, par une loi, et je reprends votre question, interdire aux supermarchés d'acheter d'autres produits dans d'autres pays. Ou alors on est pour l'économie dirigée. On a testé ce modèle, notamment dans la grande époque de l'URSS, ça n'a pas été le meilleur modèle. Ils sont inquiets aussi sur le sujet de la PAC. Ils se demandent si aujourd'hui il va y avoir vraiment un front commun entre le président, les professionnels, pour aller défendre à Bruxelles le budget et les orientations. Ils ont raison d'être exigeants sur ces sujets. Le président s'est exprimé en disant qu'il souhaitait que ce soit la première priorité de la négociation. Et on sait la PAC, l'importance qu'elle a pour la France. Après, on est en Europe. Et il se trouve que la PAC n'est pas portée en Europe par tous. Par contre, que personne ne doute que le président de la République, le ministre Stéphane Travert, le Premier ministre se battront comme des lions pour défendre une PAC qui permette de protéger notre agriculture. Mais une PAC qui doit aussi évoluer, qui doit permettre de rémunérer la mission environnementale, par exemple, du monde agricole. Et les agriculteurs doivent accepter aussi des organisations par filière. Ils le savent, ils le font. Moi, je suis élu d'un territoire où, il y a quelques années, il y avait énormément de production de maïs. C'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'eau est rare. En quelques années, les producteurs ont évolué et donc on a beaucoup moins de maïs. La coopérative céréalière, elle a des silos qui ne servent plus. Mais il n'empêche qu'on doit s'adapter aussi au réchauffement climatique. Des céréaliers m'ont dit
Emmanuel Macron, c'est très bien pour l'agriculture locale, les circuits courts. En revanche, l'agriculture qui exporte, c'est pas sa priorité. Et c'est un céréalier qui m'a dit ça. Bah, c'est son opinion. Il a peut-être des raisons. Moi, je ne les connais pas. Et donc, je ne veux pas dire qu'il a tort. Mais ce n'est pas la volonté politique que nous avons. On a besoin à la fois. Mais vous savez, cette opposition, elle n'est pas liée à Emmanuel Macron. Hein. Les gros producteurs qui s'opposent aux petits paysans, ça fait des années que j'ai une vie publique. Ça fait des années que j'entends ce discours-là. Il ne faut pas chercher à opposer l'agriculture bio à l'agriculture conventionnelle. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que quand vous aviez une assemblée générale de ma chambre d'agriculture, chez moi, il y a 15 ans, et que quelqu'un parlait du bio, il se faisait siffler. Et petit à petit, les conventionnels ont basculé en bio. Et à ce moment-là, aujourd'hui, je vois la place importante qu'a le bio dans la Chambre d'agriculture. Donc il ne faut pas opposer les systèmes. On a besoin de grands producteurs dans la Bosse ou de céréales, en Camargue par exemple. Je pense aussi au foin, au riz, mais je pense au foin par exemple, qui aujourd'hui est un produit qui est exporté dans les pays arabes pour les chevaux. Donc vous voyez, on sait faire du très haut de gamme et en même temps des filières courtes. Et le petit transformateur de cochons, éleveur de cochons bio de Fort-Quelquier qui vend sur 4 marchés, dont celui de Fort-Quelquier, c'est-à-dire chez moi, il a aussi sa place dans cet écosystème. Il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Par contre, je crois qu'il y a un changement de pratique et d'exigence des consommateurs. Il faut l'entendre. On a aussi produit en volume avec l'industrie agroalimentaire de la merde pendant très longtemps. On a fait la promotion de cela. On vend des croquettes de poulet sans poulet. Ça doit nous interpeller. Je crois que les consommateurs aujourd'hui sont plus exigeants. Et donc les éleveurs, les agriculteurs l'ont bien compris. Ils changent aussi leur façon de produire. Vous avez demandé aux filières de réécrire leur copie, enfin de faire une copie, de se réorganiser, de mettre noir sur blanc ce qu'elles veulent. Vous pensez que le milieu agricole est un peu sclérosé dans les filières ? Je pense que des fois, le mot « ah oui, mais ça, on a toujours fait comme ça » est quelque chose qui revient très souvent dans les échanges qu'on a. Bah oui, on a toujours fait comme ça et on a été dans le mur, sur plein de sujets. Pas seulement dans le monde agricole, mais aussi dans le monde agricole. Donc oui, il faut assumer de changer, d'organiser les filières de façon différente sur plein de sujets, d'arrêter de produire certaines productions dont on sait qu'elles sont dans une impasse, que les marchés ont changé, que les marchés mondiaux ont changé. Mais à l'inverse, je vois par exemple une filière comme l'arboriculture chez moi qui a su s'organiser de la production jusqu'à l'internationalisation et qui a su faire les investissements nécessaires. Donc il y a d'excellents modèles, il y a des modèles en retard. C'est vrai dans toutes les économies. Et dans l'économie française, il n'y a pas un sujet d'excellence qui pourrait dire c'est le seul qui a réussi. Non, il faut se poser les questions. Par contre, il faut oser poser les questions. Il y a de la solidarité nationale. Il y a avec les États généraux de l'alimentation cette volonté d'assumer le juste prix. Ça veut dire que le consommateur peut aussi voir une augmentation du prix d'achat. Donc si le consommateur contribue aussi à cela, c'est normal qu'on ait des exigences vis-à-vis du monde agricole. Toute dernière question, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission. Quand vous dites chez vous, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, vous êtes un élu du sud-est de la France. Le loup, il est présent dans de nombreuses régions aujourd'hui. Vous avez été au début. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien ? Je pense d'abord qu'il faut développer partout les meilleurs moyens de protection. Ça marche. Ça marche, mais il n'empêche que les attaques augmentent. L'année dernière, près de 12 000 bêtes ont été tuées par des loups. Et puis on est passé de l'élevage ovin en montagne, dans les alpages qui étaient attaqués, à aujourd'hui quasiment 32 ou 33 départements. On n'est plus seulement en montagne, on est partout. Et puis c'est plus seulement l'ovin, mais c'est aussi le bovin qui est attaqué, les chiens patous qui sont attaqués. Donc de toute façon, il faut renforcer la défense, il faut assumer de prélever des loups. Prélever des loups, c'est ce qu'on dit en termes politiquement corrects, c'est en tuer. Moi, quand j'ai été élu, on avait tué 5 loups en 5 ans. L'année dernière, on en a officiellement tué 40. Et dans le plan présenté par Nicolas Hulot et Stéphane Travert, on donne la possibilité de prélever en moyenne 40 loups. Et si le nombre de loups augmente en France, on augmentera ce quota-là, ce plafond-là. Je pense qu'il faut aussi donner aux éleveurs la possibilité de se défendre. Il faut garantir l'élevage et donc il faut, quand c'est nécessaire, prélever des loups. Et il ne faut pas croire qu'on n'est pas environnementaliste ou pas écolo quand on dit cela. Et il ne faut pas croire qu'être écolo, c'est dire il faut protéger le loup et pas en tuer, parce qu'il y aurait du coup un effacement du monde agricole et de l'élevage. Il y aurait une reforestation qui ne serait pas très favorable non plus à notre aménagement du territoire. Christophe Castaner, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau TV Agri. Puis merci à vous.